Bonjour, heureux de prendre part à ces doctorales 2020. Dans cette vidéo, il sera question du brouillon de thèse dans une conception assez particulière que je propose afin de soutenir nos doctorants dans leur effort de recherche. Tout d'abord, il faut partir de ce constat que dans les guides méthodologiques universitaires consacrés au travail de recherche doctorale en particulier, il existe une forme de silence autour des questions d'élaboration pratique de l'écriture de la thèse, surtout en ce qui concerne des questions d'élaboration rationnelle du travail en lui-même. Autre constat, il s'agit cette fois-ci de récits de chercheurs qui sont passés par l'épreuve de la thèse et qui rapportent concrètement des difficultés qui sont liées au travail d'écriture, à la conception logique, à la progression, à la cohérence, toutes choses enfin que les guides de méthodologie classique ne peuvent résoudre. Avant d'aller plus loin, il est à signaler que ces difficultés n'apparaissent pas comme telles à l'auteur du manuscrit, c'est-à-dire le doctorant, préoccupé qu'il est par des considérations d'échéance et de volume. Le réflexe à incriminer peut-être dans ce cas est celui de croire que la mise en l'état du travail revient finalement à l'encadrant. Ceci fut longtemps ma difficulté personnelle. Dois-je remettre le travail tel qu'il est à l'étudiant en me contentant de mes seules corrections et remarques consignées sur la marge et compter par là même sur la bonne intelligence et au bon vouloir de cet étudiant afin d'accomplir les tâches de rectification, de remise en forme requise. La suggestion que peut faire un encadrant sur des ajouts ou modifications ne sont pas toujours compris ni suivis dans l'esprit de leur formulation initiale. Jusqu'à quel point donc l'encadrant peut-il intervenir concrètement dans le brouillon de la thèse tel que je l'entends ici, qui s'élabore afin de lui donner la forme voulue. Telle est l'épineuse question. L'encadrement d'une thèse implique en réalité une intervention active de l'encadrant dans la recherche du doctorant. Ce qui implique que, même fini aux yeux du doctorant, le travail remis pour validation reste en un parfait brouillon. Voilà, sujet à diverses formes d'intervention, de remaniement, etc. Le brouillon de thèse n'est donc pas ce travail désordonné, déstructuré, sous forme de bribes ou d'esquisses que nous entendons tous communément, mais plutôt ce travail même au propre, fini et soigné soit-il, que l'encadrant remet, ou plutôt que le doctorant remet pour validation et correction. Pour une définition concise du brouillon tel que je l'entends, disons que le brouillon de thèse est une forme évolutive et négociée entre directeurs de thèse et jeunes chercheurs. Dans cette conception particulière du brouillon, le plan ne me semble absolument pas une garantie suffisante pour assurer le développement harmonieux d'un travail de recherche. Il faut dire dans ce sens que le plan, certes, précède le travail,
mais en réalité, il lui succède, puisque nous venons de voir que le travail de thèse comme brouillon est une forme évolutive, c'est-à-dire que l'on ne doit pas hésiter à revoir son plan s'il n'obéit pas aux critères de cohérence, de rigueur, d'harmonie requis. Le plan n'est pas suffisant aussi parce qu'il existe des défis autres. Ce sont des défis internes. Si le plan résout des problèmes de cohérence et d'enchaînement, disons, externes, les questions liées à la progression interne, à l'écriture elle-même de la thèse, montrent finalement que le plan reste relatif. Ces défis internes, on peut les résumer en 4 points. D'abord, le plus évident, l'alignement des phrases, des paragraphes. On constate dans ce sens que les idées qui sont contenues dans ces unités-là peuvent parfois transcender l'ordre des chapitres. Elles peuvent se répéter au-delà des limites du plan qui sont posées. Il s'agit ensuite de la conduite du raisonnement par bloc d'idées et d'arguments. On constate assez souvent que certains arguments iraient mieux dans un autre chapitre, que des blocs d'idées sont répartis, dispatchés sur un ensemble de chapitres ou sous-chapitres, qu'il faudra donc les regrouper. Il s'agit ensuite de la conception des phases de développement d'une analyse bien donnée, des phases de développement qui parfois sont éparpillées et qu'il faudra regrouper ou alors qu'il faudra échelonner selon une périodisation, par exemple. Il s'agit enfin de l'articulation d'un ensemble de réalités qui sont connectées, des réalités linguistiques, des réalités sociologiques, des réalités morphologiques, à partir desquelles on devrait dégager des lois et des principes lors de l'analyse. Donc tous ces éléments-là constituent, si vous voulez, des nœuds essentiels pour ce qui est de la correction et qui invitent le directeur de thèse à intervenir, soit pour séparer, soit pour regrouper, en tout cas pour donner un ordre selon un plan interne et non pas externe. Comme je viens de le dire, le plan de la thèse découle de celle-ci, mais il ne lui précède aucunement pas, parce que ce n'est qu'après l'élaboration d'une partie que l'on peut découvrir finalement l'ordre exact, l'ordre entre guillemets idéal des éléments la constituant, et qu'il faudra à ce moment-là procéder à un ensemble d'actions, à une certaine gymnastique de migration des éléments, de permutation, de suppression, etc. Il faudra donc, dans ce sens et dans cette optique particulière, procéder à une relecture de la thèse, non pas d'un point de vue linguistique, d'un point de vue argumentatif, mais plutôt d'un point de vue logique, voir dans quel sens l'enchaînement pourrait devenir plus soutenu, plus rigoureux, enfin plus évident. Pour une meilleure intelligence de ce propos, je vais partir dans ce qui suit de 3 problèmes principaux qui concernent la mise en forme du brouillon de thèse, à savoir les phénomènes classiques liés à l'écriture, ensuite la maîtrise de ce que j'appellerais les procédés du genre, à quoi reconnaît-on finalement une thèse de doctorat et comment est-ce qu'on arrive à la différencier d'autres genres d'écriture, et enfin, je m'arrêterai sur des phénomènes liés à la logique et à la progression, et qui sont plus en rapport
avec l'idée du brouillon de thèse que je développe ici. Parmi les dysfonctionnements liés à l'écriture, celle de la thèse en particulier, on constate souvent un certain nombre de phénomènes, classiques somme toute, dont j'ai recensé quelques-uns ici. D'abord celui de l'impropriété, et qui est en rapport de manière plus vague, plus générale, avec la question de la maîtrise de la langue. C'est quand un mot n'est pas à sa place. La question ici est celle du choix lexical, et qui est lui-même symptomatique du degré de maîtrise d'une langue donnée. Deuxièmement, la question de la maladresse, qu'on indique souvent sur les marges par l'abréviation MD. C'est l'idée d'une formulation inexacte. Hein. L'idée peut être juste, mais son passage à la langue lui laisse à désirer. Alors plusieurs explications peuvent venir à l'esprit. La plus répandue dans le contexte qui est le nôtre est celui de l'interférence linguistique. C'est le cas où l'idée est pensée dans une langue et restituée dans une autre. Troisièmement, la question pratique du choix des titres. Bien sûr, un doctorant peut être enthousiaste, emporté par le travail qu'il mène, et ceci peut le mener à formuler des titres qui dépassent parfois la portée des idées qui sont développées dans un chapitre ou un sous-chapitre. Le commandement dans ce sens, si commandement il y a, c'est de formuler des titres le plus proche possible des questions traitées et non pas céder à la visée décorative plus pompeuse des titres excessifs. Quatrième phénomène concerne la ponctuation. Dans ce sens, je me contenterai de dire qu'il faut toujours opter pour une ponctuation classique, à savoir mettre une virgule après des compléments circonstanciels, par exemple, séparer des propositions par des points-virgules. En tout cas, veiller à ce que la ponctuation puisse faciliter la lecture et la rendre la plus fluide possible. Veillez aussi à diviser les phrases longues. Une phrase longue avec enchâssement, mise en apposition, complique davantage la lecture et éparpille en un sens l'attention de celui qui lit. Enfin, la question de l'enchaînement, qui est en fait en rapport avec le raisonnement même du doctorant. Ce raisonnement qui doit se noter, se voir à travers l'usage des ce qu'on appelle les articulateurs. Ces articulateurs ne sont pas là non plus pour une raison décorative, ils sont là pour montrer comment une pensée se plie et se déplie, comment est-ce qu'elle se progresse, quels sont les rapports internes entre les idées, montrer les rapports de contraste, d'opposition, de causes et de conséquences. Tout cela permet bien entendu la compréhension. La compréhension n'est finalement que l'intelligence de ces rapports logiques qui devraient être le plus évident possible dans l'écriture. Nous arrivons ici à des niveaux qui définissent même le genre de la thèse. La thèse comme genre d'écriture académique est marquée par un ensemble de procédés qui la
distingue, tout en, bien entendu, l'apparentant à d'autres sous-genres, comme l'article scientifique, par exemple. Il s'agit ici de 5 procédés essentiels sans lesquels il n'y a pas de travail de recherche. D'abord, l'idée de la problématique. Problématiser, c'est formuler une question centrale, nous dit-on, autour de laquelle s'organise toute la recherche. Ne pas percevoir à quel point et à quel niveau, ni comment cette question comporte un nœud à dénouer, une opacité à tirer au clair, une dimension dialogique non traitée dont il faut s'occuper, un trait peut-être déjà abordé dans la revue de littérature, à laquelle il faudra bien entendu s'atteler dès le début, et qu'il faut reconsidérer dans le travail actuel, c'est finalement manquer à problématiser sa recherche. En somme, c'est se montrer critique qui est demandé aux chercheurs, et non pas seulement d'être descripteur ou se lancer dans un travail sans doute utile, mais pas aussi important que celui de problématiser, qui est celui d'expliquer. Deuxième trait définitoire, je dirais, du genre thèse, c'est celui de l'analyse, qu'il partage bien entendu avec d'autres formes d'écriture académique, sans lesquelles il n'y a pas de travail académique tout court. C'est une autre compétence de base qui risque de faire défaut aux chercheurs mal formés, mal outillés, surtout face à un corpus, en l'occurrence littéraire. Analyser, comme on le sait, c'est décomposer, c'est montrer le travail qui est fait pour arriver à une telle forme, achevée, finie. C'est montrer comment une charpente a été élaborée. En fait, c'est la décrire dans un premier temps. Mais ce travail de description s'accompagne et se double d'un travail d'argumentation, de consolidation. Il s'agit de déduire, voilà, des opérations qui expliquent mieux ce que c'est qu'analyser, c'est déduire, confronter, comparer, extrapoler, inférer, etc. Finalement, ce sont des opérations logiques que l'on apprend très tôt dans la recherche. Il y a une dimension quelque part dialogique dans toute forme d'analyse et qui fait avancer le point de vue de celui qui met l'analyse finalement vers une conclusion. Troisième élément définitoire du genre thèse, c'est justement la définition. Il nous arrive, bien entendu, dans un travail de recherche, de devoir définir des concepts, des notions. Le pire que l'on puisse faire dans ce sens, c'est de ne pas remonter à la source. C'est par exemple de définir un concept comme celui de l'habitus chez Pierre Bourdieu en recourant au dictionnaire de langue, Larousse ou le Robert. Pourquoi ne pas remonter jusqu'à Pierre Bourdieu, en l'occurrence? Cet exemple suffit peut-être à montrer l'usage de la définition dans un travail de thèse. C'est aussi une marque de connaissance de la cartographie conceptuelle d'un champ disciplinaire. On sait qui a proposé tel ou tel concept et on le montre. Ça fait partie aussi de notre capacité à prouver notre connaissance de notre champ disciplinaire. Quatrième élément définitoire du genre thèse, c'est la citation. C'est un point problématique parce que dans beaucoup de travaux de recherche, la citation peut être, c'est un cas extrême bien entendu, peut être tout simplement décorative. D'où l'utilité de se poser cette question. Pourquoi est-ce que je cite?
Que veut dire citer? Citer, c'est évoquer, bien entendu, ou alors, plus profondément, invoquer le point de vue d'un chercheur sur une question. Il vient en soutien à votre argumentation. On devrait donc savoir pourquoi l'on cite, dans quel but. Cette évidence de la citation implique, au fond, qu'il faut toujours savoir comment citer et montrer la portée et l'intérêt de la citation. Ce qui fait que, à chaque fois que je cite, je dois revenir sur la citation pour la commenter et en extraire des éléments signifiants pour la progression et la rigueur de ma propre recherche. Il ne s'agit pas seulement d'invoquer, comme je l'ai dit au début, mais il s'agit aussi d'utiliser, de tirer profit, d'exploiter la citation. Dernier point ou critère qui définit le genre en thèse, c'est le renvoi. Le renvoi comme technique, renvoyer à des références. Alors, une des tâches fastidieuses de la correction qui peut attendre un directeur de thèse concerne ces notes incomplètes, imprécises ou non conformes aux normes, parce que peut-être le doctorant se dit que ce n'est pas urgent et qu'il pourra compléter plus tard. Mais imaginons que le directeur souscrive à cette idée et qu'il compte sur le doctorant pour qu'il le fasse plus tard et que ce plus tard n'arrive jamais. Eh bien, les choses resteront en l'état, c'est-à-dire incomplètes, donc défectueuses. J'en arrive finalement à des formes plus en rapport avec la logique et la progression interne, disons, de l'écriture de la thèse. Et ce sont là 4 formes qui peuvent présenter des parentés particulières. Mais il faudra bien entendu les distinguer. D'abord, le radotage. Radoter, nous dit le dictionnaire, c'est redire, c'est répéter, parfois inutilement, hein, c'est-à-dire tenir des propos de manière répétitive qui ne font pas avancer l'analyse. Alors, on peut tomber dans ce travers, soit par volonté explicite et consciente de remplissage, ce qu'on ne peut que déconseiller à un chercheur, soit par manque d'arguments, c'est-à-dire on tient un même discours qu'on décline sous diverses formes. Deuxième problème, disons, lié à la logique et à la progression de la thèse, c'est le délayage. Encore une fois, le dictionnaire nous dit que c'est le verbiage et le remplissage inutile. Souvent, c'est un moyen de créer du volume en recourant à des généralités vides de sens. Dans ce cas, le style académique, rigoureux, devrait s'éloigner du discours, par exemple, journalistique, qui puise très souvent dans ses généralités, dans ses truismes, dans ses fausses évidences, dont il fait bien entendu sa recette générique. Ce qu'on peut conseiller aux doctorants dans ce sens, c'est de lire les bons auteurs, c'est-à-dire les auteurs qui tiennent une réflexion, une pensée et conduisent de manière rigoureuse leur écriture. Parce que, comme chacun sait, le style est contagieux. Si l'on est contaminé par le style journalistique, bien entendu, nous allons verser dans ces généralités et tomber dans le piège du délayage. Troisième travers, c'est le piétinement, qui présente des ressemblances étonnantes avec le radotage, mais c'est une forme plus générale. Je peux répéter une idée, mais le piétinement peut être le résultat, le sentiment que vous allez inculquer à votre lecteur, que votre réflexion n'avance pas. Vous faites du surplace, comme on dit familièrement.
Donc, comme le radotage qui répète un point, le piétinement peut toucher des séquences plus larges. Il a un aspect plus global. L'analyse stagne, n'avance pas, et ne parvient pas à créer de la nouveauté en variant les angles, en citant d'autres arguments, en confrontant des points de vue contradictoires, créateurs de bonnes tensions dans l'analyse, etc. Quatrième et dernier point, il s'agit de la régression. Cette fois-ci, on ne fait pas du surplace, mais plutôt on revient sur des considérations déjà vues. On revient sur des arguments déjà avancés. On reproduit les mêmes analyses déjà faites. Et cette fois, le travail semble, en plus de stagner, de revenir en arrière, de régresser, ce qui est préjudiciable, bien entendu, à tout travail de recherche. Que retenir au terme de cette présentation? Sans doute l'idée que tout travail de recherche doctorale reste un parfait brouillon, même mis au propre, même soigneusement élaboré, parce que le brouillon tel que j'ai essayé de le définir est justement une forme non arrêtée, une forme évolutive et négociée et négociable entre le directeur de thèse et son doctorant. C'est pour cela que l'une des compétences essentielles dont devrait se doter tout doctorant est celle de la capacité à examiner logiquement son travail, juger son évolution interne entre chapitres, entre parties, examiner aussi la solidarité des arguments, leur concours à la même démonstration, etc. Et je voudrais terminer en attirant l'attention sur un point qui me semble important, à savoir la posture du jury d'une thèse qui, me semble-t-il, toujours mieux placé pour juger la cohérence, la progression et l'évolution d'un travail, tout simplement parce qu'il le reçoit en un seul bloc et qu'il l'examine en une seule lecture et qu'il peut dès lors s'apercevoir des divers dysfonctionnements liés à la progression logique, à la cohérence interne, enfin s'apercevoir de toutes les difficultés que j'ai essayé d'énumérer dans cette vidéo. J'espère que celle-ci vous sera utile pour un meilleur examen logique de votre travail et pour une meilleure intelligence déjà de la condition de brouillon de tout travail que vous décidez à remettre à votre directeur de thèse. Je vous remercie de votre attention.